Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Dunk Hebdo version NBA Finals 2022 puisque ça y est, on est en début de série. Un partout, balle au centre entre les Warriors et les Celtics. On va évidemment revenir sur ces deux premiers matchs à deux ce soir puisque notre émigré sud-coréen préféré récupère ce matin pour lui puisqu'il est environ minuit à l'heure où on enregistre en France. Et donc avec moi, il reste celui qui veille pour tous les matchs de ces Celtics en Finals, c'est Alan. Comment ça va, Alan? Écoute, ça va. Ça est très 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 bien il y a 24 heures. Ça va toujours bien, parce que réussir à, entre guillemets, reprendre l'avantage du terrain, même si c'est pas quelque chose d'extrêmement important, c'est quand même... Tu perds les deux premiers matchs des finales NBA, t'es pas bien, on va pas se mentir. Donc là, tu pars à 1-1, avec le sentiment que sur les 8 cartons, t'as été solide, mais t'aurais vraiment pu perdre les deux matchs. Je suis plutôt assez satisfait. On va y revenir à ces 8 cartons en question. On va pas perdre plus de temps que ça, mais avant de faire la petite pause, le rappel habituel. N'hésitez pas à nous retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast, la vôtre, la préférée, celle que vous préférez, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Mettez toujours la petite note qui fait plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter. Particulièrement, suivez Alan en ce moment, comme ça vous avez les réactions en direct du cœur du supporter des Celtics. Je filtre quand même. Ah bah, oui, vous avez un filtre par rapport à ce à quoi on a droit sur la conversation de Kebdo, c'est vrai. Évidemment, certaines choses doivent rester confidentielles. Et puis n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous écouter ou à nous regarder en même temps sur YouTube. Donc merci à vous. Et puis on va pas perdre plus de temps que ça. C'est parti pour ce nouvel épisode sur les NBA Finals 2022. On l'a dit en introduction, Alan, on est à un partout entre les Warriors et les Celtics après deux matchs du côté de la baie. Donc forcément, on a envie de dire avantage du terrain, tu l'as évoqué. Mais je propose qu'on fasse chronologiquement avec tout d'abord ce Game 1. Ce Game 1 qui avait commencé au tout début, c'était assez une bataille rangée, on va dire. C'était une bataille rangée, les deux équipes se rendaient coup sur coup. Comment tu as vécu le tout début du match? Qu'est-ce que tu as pensé, notamment de tes Celtics? On va commencer par ce point de vue-là. Trop de drops sur Curry. C'est le mot. Dans le premier quart-temps. Mais bon, la première mi-temps, elle est un peu en deux temps. Je trouve que Golden State est meilleur. Mais en fait, c'est le cas avec Boston, sauf hier, et je l'avais tweeté hier, c'est Boston ne se fait jamais blowout. Et le fait que, malgré un Steph incandescent dans le premier quart-temps, on se fasse pas blowout, c'est déjà une première victoire pour moi. Oui, 21 points, je crois. 21 points, 6 paniers à 3 points. Et souvent, quand c'est ça, il emmène la salle avec lui, il emmène les autres avec lui. Et en fait, là, il a pas trop emmené les autres. Et puis, les rotations de Steve Kerr, qui ont laissé parfois trop Steph Curry sur le banc, qui ont fait des choses un peu étranges, les passages assez délicats de Jordan Poole en tant qu'initiateur numéro 1 de l'équipe, donc sans Steph, ont permis à Boston de rester dans le match. Moi, ce match-là, pour moi, surtout, c'est le playmaking des différents joueurs des Celtics qui a été vraiment exceptionnel sur cette partie-là. Donc Tatum, bien sûr, qui fait 13 passes, 2 paires de balles. Derrick White, Marcus Smart. Alors tout le monde a été... Jaylen Brown qui finit avec 5 passes. Tout le monde a été incroyable là-dedans dans la prise de décision balle en main, ce qui a été parfois pas le cas dans ces playoffs, ce qui n'a pas été le cas sur le match 2. Donc en fait, tout allait bien dans ce stade. Et même si tu as le run du troisième quart-temps des Warriors, c'est cet énorme premier quart-temps. Le fait que on soit toujours un peu dans le match était pour moi une première bonne indication sur le fait qu'on était légitime dans ces finales. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait un peu dit dans les previews, que les Warriors, sur leur manière de défendre, mais aussi sur leur manière d'attaquer, allaient demander un peu à tout le monde, au collectif des Celtics de travailler collectivement. Ce qui, tu l'as dit, sur ce premier quart avec un Curry comme ça, c'est un peu une merveille d'être encore là. Et même sur le run derrière donc des Warriors dans le troisième quart, où ils peuvent tuer le match, où ils semblent tuer le match. T'as quand même notamment Jaylen Brown qui vous a tenu à bout de bras avec du shot making et du playmaking. C'est vrai qu'aussi il faut saluer pendant tout le long du match. Au début, Marcus Smart aussi tient beaucoup la baraque, puisque la défense des Warriors avait décidé un peu de resserrer quand même notamment sur Tatum et sur Brown pour laisser un peu plus d'espace. C'est un peu l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. On y reviendra sur le game 2. Mais voilà, ils avaient décidé de vivre avec les tirs des role-players, et c'est Smart qui a tenu tout le long au début. Jaylen Brown qui a pris un bon relais, et puis après, il y a ce run de fin de 3, début de 4e, où là, Horford, White, Smart pouvaient plus rater un tir.
Donc effectivement, ça a joué, mais tu l'as dit, et je l'avais noté aussi, il y a les line-up des Warriors à ce moment-là. Après un Curry incandescent en premier quart, mais qui marque pas du deuxième quart, même s'il a pas forcément beaucoup joué, mais qui marque pas de points. Au moment du retour des Celtics, fin de troisième, début quatrième, il est pas là, et la line-up des Warriors à base de Iggy, Dre, Jordan Poole qui joue à la baballe, je sais plus qui est avec Otto Porter, c'est ça, et Clay. On a senti un manque de non-shooters. Curry, en fait, que l'offense des Warriors vivait et mourait avec Curry. C'est-à-dire que soit Poole met ses tirs avec des choix, on y reviendra, soit il y avait plus grand-chose en tout cas sur le game 1. C'est ça qui est incroyable avec les Warriors, c'est qu'en fait ils arrivent quand Curry est sur le terrain, ils ont 120 de rating offensif, et quand il est pas là, ils ont 92, je crois, sur les 2 premiers matchs. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que Curry, il arrive à avoir 120 de rating offensif, alors qu'il joue parfois avec 2 non-shooters. Il joue des fois avec Looney Draymond, avec Iguodala Draymond. C'est 2 non-shooters, c'est-à-dire il y a que 3 joueurs qui représentent une menace de spacing et sur lequel vraiment on va close out, sur lequel on va vraiment ajuster défensivement. C'est irréel, et ça, c'est pour ça que Curry est le meilleur joueur des finales et qu'il reste un des meilleurs joueurs NBA, parce que afficher de tels pourcentages au tir et telle réussite et générer autant d'attaques possession après possession avec un spacing aussi mauvais, parce que le spacing des Warriors est mauvais. Ah oui, non, mais Draymond, c'est à peine si Draymond il regarde le panier, voilà. Quand il est. Il y a des séquences surréalistes de Draymond tête de raquette avec la balle, le système qui se part et Curry qui court un peu partout là. Et il n'y a pas de Celtics qui défend Draymond à moins de 2 mètres, parce que de toute façon, il va pas prendre le tir. Mais quand même, ils arrivent à créer quelque chose avec les déplacements de Steph notamment. Incroyable, avec Clay aussi qui met rien, quoi, sur les premiers matchs. Wiggins qui met quand il est en catch and shoot, mais avoir 120 de rating offensif avec ce personnel-là à côté, il en est le seul garant, donc c'est assez incroyable, en fait. C'est assez incroyable, et c'est pour ça que les rotations de Kier sur le premier match, elles sont assez incompréhensibles, parce que c'est les finales, enfin, fait jouer Curry 40 minutes, il joue combien sur... Ouais, mais je pense qu'au moment où ils sont pratiquement à plus 15, quelque chose comme ça, aux alentours de plus 15, il se dit c'est le moment de le reposer un peu, parce que ça lui demande énormément, parce que aussi, il y a tout son taf offensif qui est des redoublements de courses, etc. Donc c'est quand même assez exigeant. Et puis en défense, il défend. Voilà. Et en défense, il se donne un peu. Donc je pense, il se dit j'ai un match là, et normalement, tu comptes sur ce qu'a fait Poole tout le long de l'année, en fait. C'est un peu ça, j'ai eu l'impression. En disant, vas-y, gamin, remets-nous tes 25 points par match. Bon, là, tu sens aussi que Jordan Poole, il arrive à un stade de la compétition où ça devient un peu plus compliqué. Les choix sont pas forcément les bons. D'ailleurs, c'est fait un peu remonter les bretelles 2-3 fois par Draymond. Mais les choix, les prises de tir sont très compliquées. Ce qu'il a fait aussi pendant l'année, hein. Mais là, il les met pas. Et du coup, quel message t'envoies si tu le rassois tout de suite pour remettre Curry? Je pense que dans la tête de Steve Kerr, c'est quelque chose qui se réfléchit. Ah, mais il y a que 2 porteurs de balles dans l'effectif des Warriors. C'est Steph et Jordan Poole. Il y a que 2 joueurs qui peuvent générer de l'attaque un peu sur pick and roll. Clay, c'est un joueur de fin de chaîne. Wiggins, c'est devenu un joueur de fin de chaîne. Des joueurs de fin de chaîne plus. De temps en temps, Wiggins, il peut quand même poser un dribble, peut poser un dribble, attaquer un close-out pour se mettre sur du mi-distance, s'élever s'ils ont un joueur plus petit, mais ils ont pas ce deuxième porteur de balle, ce troisième porteur de balle. Et donc, t'as besoin, c'est vrai, je pense sur 15 minutes, allez, peut-être 12 minutes, parce que c'est un match, c'est 48 minutes, on va dire que tu donnes la balle 36 minutes à Curry, il faut que tu aies 12 minutes. Si Curry joue, il est plutôt off-ball. Si Curry joue pas, il est plutôt pas sur le terrain, et donc c'est Jordan Poole. C'est Green, toujours le deuxième créateur de l'équipe, mais Draymond Green, c'est plus quelqu'un qui est dans le redoublement de passes, qui est dans la prise de décision. Il va pas appeler un pick et générer une attaque sur pick and roll. Donc, on l'a vu quelques fois essayer d'aller au panier. Dans le game 1, il ratait tout, même les lay-ups. Enfin, c'était presque triste. C'est ça, il a plus de verticalité, Draymond, quoi. Donc, il a toujours une petite vivacité, des fois, sur des mains à main ou des choses comme ça. Hier, il a un peu piégé Grant Williams sur 2-3 actions. Mais, Poole doit arrêter Après, c'est Poole, hein. Hier, il en a mis 3 ou 4, dans le troisième quart-temps et le début du quatrième. Donc, c'est ce qu'il fait. Voilà. Et c'était vraiment, pour moi, l'un des facteurs X. Je pense que les Warriors veulent gagner cette série. Ils ont besoin d'un Poole qui met 15 points de moyenne sur la série et qui t'amène de l'attaque, parce que franchement, sur les 8 premiers cartons, je trouve que la défense de Boston, alors le dernier carton d'hier, je m'en fiche en vrai, parce que c'était tous les remplaçants qui ont joué. Oui. Sur les 7 cartons, la défense, j'ai pas de souci avec la défense de Boston. Peut-être parfois un peu trop de drop au début, pas assez de switch par moment, mais je pense qu'en fait, Udoka et le staff ont très peur de Curry isolé sur Horford, sur Williams, parce que
En fait, Curry, il peut te pull-up à mi-distance très facilement, et on l'a vu dans le premier match, ça rentre, quoi. Il y a pas de souci. C'est comme un lay-up pour lui, donc, mais je pense que défensivement, Boston doit pas rougir de ce qu'ils ont fait, je trouve, sur les premiers matchs. Ouais, mais justement, en parlant de la transition entre les deux matchs, des adaptations, effectivement, tu l'as dit, le début du premier match, bon, les drops sont vraiment bas, sont même vraiment là, c'est surréaliste. À un moment donné, là, à la fin du premier quart, on se dit, bon, les gars, il y a un moment donné, Curry, t'es obligé de le défendre autrement. Ouais. Effectivement, après, ça a été un peu resserré. Et ça a été un peu la même chose du côté des Warriors, où du game 1 au game 2, on a commencé à dire peut-être que serrer à fond sur Tatum Brown et laisser wide open, parce que c'était vraiment des tirs wide open. Certes, il y a 51% à 3 points sur le game 1 pour les Celtics, mais vraiment était wide open des 3 points pris. Voilà, donc c'était vraiment tout le monde dans un confort dans son fauteuil. Donc forcément, ils ont l'air de s'être dit, en tout cas à l'attaque du game 2, tu sens qu'ils décident d'un peu plus alléger, un peu plus laisser les 1 contre 1 de faire confiance à leurs défenseurs de 1 contre 1. Alors quelques ajustements, mais notamment à Draymond Green et un peu moins laisser les tirs sur les role players des Celtics, qui a fini par payer, parce qu'au début Tatum fait une énorme entame de match, c'est très très bon et très adroit. Je crois il y a 3 sur 4 à 3 points, quelque chose comme ça. Brown et Tatum commencent à quelque chose comme 7 sur 9 à 3 points le match, à 2. Voilà, donc là, j'imagine qu'à ce moment-là, ils réfléchissent un petit peu, dire est-ce qu'on a fait le bon choix, et finalement, en insistant là-dessus, ça finit par craquer avec un nouveau run de 3e quart, un énorme run de 3e quart. Cette fois-ci, il n'y aura pas de miracle derrière. Voilà, les ajustements des Warriors qui ont quand même été solides, il faut le saluer, quoi. Un run en 2 temps, parce que il y a 52-50 à la mi-temps. Boston est à plus. Oui, il y a 2 points. Boston est à plus 9 dans le premier quart-temps. Je suis comme un fou. Il y a du shot-making de partout. Encore une fois, comme cette galère à aller au panier, Steph est un peu tout seul. Et Boston commence à perdre. Clay met pas dedans. Wiggins met pas dedans. Ils prennent des tirs vraiment mauvais. Il y a ce run de Golden State parce que Boston commence à perdre un camion de ballon, et parce qu'il y a des vrais ajustements défensifs. Je pense qu'on en reparlera, qui sont faits, qui ont été vraiment excellents. Alors, est-ce que c'est Mike Brown qui doit en tirer crédit? Je vais donner du crédit à Mike Brown, mais vu que c'est le capitaine de la défense, paraît-il. Mais et à ce 3e quart-temps, c'est plutôt en 2 temps, parce qu'en fait, Boston revient. Il y a 2 runs. Il y a 2 runs, parce que Boston arrive à revenir à -6 à un moment, après un 3 points de Grant Williams dans le coin et un 3 points de Tatum. Et là, après, c'est Steph. C'est Steph qui, en fait, déjà que tu peux pas le défendre en drop, mais alors si il y a des pics, si Looney et Draymond posent les écrans à 10 mètres, et que ça permet de libérer un tout petit peu d'espace sur Steph, et qu'il est en réussite comme ça, c'est fini, quoi. C'est fini dans mes 3, je crois. Ouais, les flotteurs, différentes variétés de finition, mi-distance, près du cercle. C'est Steph. Là, je réalise, fan des Cavs doivent le savoir mieux que moi, l'avoir en finale, c'est terrifiant. Te terrifie. Possession après possession, je ne le souhaite à personne, et c'était pas fini encore, hein. C'est minimum 3 matchs encore, donc il est incroyable. Encore une fois, avec Clay qui met rien, Wiggins qui met quelques tirs, mais Draymond qui prend. Et puis on parlait de la sélection de tirs de poule, mais celle de Clay, elle vaut pas mieux, hein. Ça fait depuis le début de l'année qu'on en parle tous, hein. Il prend des tirs, il prend des pull-ups contestés à mi-distance en se retournant, il prend des staggers super compliqués. Et sans vouloir retrouver ces sensations du Clay de 2017, mais du Clay All NBA, mais non. C'est plus le même joueur. Et tu l'as dit aussi, même défensivement, on en a parlé forcément rapidement entre nous en antenne, tu l'as fait remarquer. Clay qui a été décidé de mettre off-ball au début des possessions, au début du match, notamment. Il y a même eu des passages en zone des Warriors avec leur espèce de zone, justement pour éviter que Clay se fasse marcher dessus à chaque drive au premier pas. Il est plus capable de tenir. Et puis tu as aussi eu cette possibilité de rester un peu plus fort, de pas concéder les switches, notamment les line-up avec GP2 sur le terrain, où ils ont été un peu plus ils ont moins facilement concédé les switches. GP2. Impact incroyable hier. Mais quel joueur. Et quel joueur. Non, mais évidemment qu'il y a un joueur avec des limites, mais déjà qu'on est content de retrouver après sa blessure. Mais un gars qui joue juste, en fait. C'est-à-dire un mec qui... Aujourd'hui, il est meilleur qu'Iguodala. Probablement. Parce que je suis plus confiant s'il est là que Iguodala. Il est meilleur défenseur. Oui. Déjà, il est plus vif, donc forcément, ça aide, mais aussi, voilà, sur l'homme, il est très très bon, il a des mains actives, il fait pas tant de fautes que ça. Il met quelques 3 dans le coin. Voilà. Il met quelques 3, et en attaque, il connaît son rôle, en fait, tout simplement. C'est pas à lui de prendre des tirs, c'est pas à lui de faire des choses compliquées. S'il a rien à créer, il ressort et il laisse son rôle derrière. Donc ça,
c'est en fonction de son rôle, mais il en est conscient et il joue tout le temps juste. Et c'est vrai qu'on a aussi retrouvé ça dans le deuxième match. C'est le collectif des Warriors. Alors certes avec un Steph, avec Stephen Curry, c'est bon, on va pas en faire des tartines et des tartines avec Steph Curry certes, mais quand même avec beaucoup de paniers assistés. Donc à un moment ils sont à plus de 90% de tirs qui sont assistés, donc qui viennent d'une passe directement. Donc moins de création, moins de dépendance à ce que tu disais, à cette création balle en main qui peut être fait uniquement par Curry et par Jordan Poole. La peur de la gravité de Steph Curry qui fait que Looney a plein de paniers faciles sous le cercle. Qui en plus il est solide au rebond offensif. Même si Boston joue grand, ils arrivent à avoir des rebonds offensifs, ça c'est pas normal. Sur les 2 premiers matchs, il y a trop de rebonds offensifs laissés aux Warriors. Payton qui est super bon dans son rôle à la Bruce Brown, de grand poseur d'écran, attaque le cercle, et c'est sûr que tu joues contre Steph Curry, donc il va avoir des 3 points ouverts. Hein. Payton, après, il les met, c'est très bien pour Golden State, il les met pas, ça sera très bien pour Boston. Donc ça reste du basketball, de ça mettre la balle dans le panier. Hein. Mais tu parlais effectivement des paniers pour Looney, etc. Il y a aussi quelque chose qu'on avait évoqué, c'est que tu sens que la manière d'attaquer des Warriors, ça demande plus de réflexion aux défenseurs des Celtics. Il y a 2-3 fois Robert Williams qui s'est retrouvé coincé parce qu'il y a un écran dès le début de Wiggins, ça le fait switcher sur Curry, il demande le switch à Tatum, il se retrouve derrière, et après il y a encore des mouvements, et il sait plus s'il doit switch, il doit rester, et d'un coup tu te retrouves avec une bonne passe, parce que la plupart des joueurs des Warriors sont quand même des joueurs intelligents, où il a un cran de retard sur Looney qui peut finir, là où normalement il est capable de le contester lui-même. Mais c'est ce qu'on disait, je veux pas pointer du doigt Robert Williams loin de là, mais de ces redoublements de courses d'écran des Warriors qui demandent de réfléchir vraiment intensément. Il y a des moments, c'est pas forcément une saute de concentration, mais t'es un peu en retard sur ta réflexion défensive, sur ton positionnement, ton replacement, et c'est sanctionné direct, quoi. Vraiment, Robert Williams, moi on le pensait un peu tous, les fans des Celtics, qu'il allait commencer sur Wiggins en fait. Il allait pas commencer sur Looney parce que son rôle c'est d'être la deuxième lame, deuxième rideau, et c'était pour ça qu'il était sur Tucker ou qu'il était apparemment sur Portis dans les tours qui précédaient ou sur Bruce Brown, mais même c'est qu'en gros il va être sur deuxième rideau, et en fait si ça va au cercle et qu'il y a un drive and kick, il va venir contester dans le coin le tir, et s'il n'y a pas de drive and kick, il va arriver en deuxième lame pour venir contrer. Ça a marché, mais les Warriors ne sont pas le Heat et ne sont pas les Bucks. Donc il y a tellement de la variété, des coupes sans ballon. On a vu Wiggins finir au panier à un moment hier sur une coupe. Il y a beaucoup plus de variété, il y a beaucoup plus de mouvement. Et franchement, même s'il y a du mouvement, je trouve que les Celtics, White, Smart, Brown défendent super bien au off-ball. Il n'y a pas vraiment de shoot très ouvert dans les redoublements. C'est plus Curry qui met des tirs un peu de fou, mais Clay met pas vraiment de tirs dans les coins. Wiggins a mis des tirs, mais c'est pas incroyable non plus. Juste des fois, t'as une bonne défense, mais t'as de la meilleure attaque, et c'est ce qui s'est passé par moment hier. Parce que le match, pour moi, hier, Boston le perd offensivement, il le perd pas défensivement. Oui, bah déjà, bon, il y a aussi à mettre les tirs et la défense des Warriors à mettre dedans, mais tu as moins 10% de 3 points que par rapport au game 1, donc forcément, ça commence à faire, ça fait le compte au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a rien à dire. Mais justement, cette attaque des Celtics, peut-être qu'on peut se projeter sur ce qui va arriver là maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que on en revient à cette fameuse problématique, cette espèce de marotte des Celtics tout au long de la saison? C'est à Tatum et Brown de savoir quand est-ce que c'est à eux de prendre les choses en main en termes de scoring ou en termes de playmaking. Il y a cette sensation qui revient de pas savoir exactement à quel moment c'est à eux de faire le jeu et de pas se laisser embarquer parce que souhaite la défense des Warriors. Hier, franchement, le game plan défensif des Warriors était vraiment incroyable. C'est-à-dire je saurais pas dire vraiment comment, faudrait revoir le match vraiment action par action et tout redécrypter. Pour moi, j'ai vu aucun drive and kick simple, quoi, de la part de Tatum. Tatum, il fait 13 passes D sur le premier match. Alors, beaucoup disent oui, c'était des passes D un peu simples parce que les shooters mettent dedans. Oui, mais il a aussi perdu que 2 ballons. Donc, il a fait que les bons choix pendant tout le match. Donc, que ça soit sur des pick and pop avec où Smart posait l'écran et on lui en donnait ensuite, du drive and kick pour Horford ou des choses comme ça. Et en fait, je trouvais que, tu vois, j'ai entendu la stat dans un podcast de Sports Illustrated tout à l'heure, White, Smart et Horford prennent plus de 20 tirs à 3 points sur le premier match, ils en prennent 7 dans le match 2. Alors, ils ont pas joué le dernier quart-temps, oui, mais ça prouve quand même qu'il n'y a pas eu de drive and kick et donc d'opportunité. Ils ont fait de Tatum un joueur qui devait pull-up à 3 points s'il voulait mettre des points. Heureusement, c'est Jason Tatum, donc il en a mis, mais des tirs dans la première mi-temps qui sont assez fous, hein. Mais Jason Tatum. Ah bah pour les citer, pardonnez mon français, comme ils disent, mais des le fuck you un peu. Ouais, des tirs où,
c'est que les 10 meilleurs joueurs de la ligue qui te les mettent ces tirs-là. Donc, ce qui est devenu des Tatum. Mais c'est vrai que sur les premiers matchs, moi, je retiens deux choses. Que l'ajustement sur les passes, c'est Boston qui arrive pas à mettre à 2 points, quoi. Boston ne va pas au cercle. Tout est contesté au cercle. Draymond fait un travail incroyable. Looney et son rôle de tronc, qui est vraiment très très bon dans la contestation. Et en fait, je pensais avant la série que Boston pourrait plus facilement aller au cercle parce que plus grand, plus rapide, plus tranchant. Mais sur les 2 premiers matchs, pas vraiment de réussite au cercle. Ils n'arrivent pas trop à aller dans leur spot. Brown, hier, il fait un bon premier quart-temps. Il est cataclysmique après, dans les choix. Donc, il rate notamment des kick-out. Il rate j'en ai un ou deux en tête où il part au drive et il rate des kick-out alors qu'ils sont à 45, donc c'est pas ceux qu'on voit le plus facilement, mais je trouve qu'il les rate, quoi. Voilà. Il y a un bon ajustement et en même temps Boston qui a vraiment pas fait une bonne partie offensive, perte de balle, drive and kick stoppé, donc on se lance sans parler sur la défense. Donc ça va être intéressant de voir le match 3 qui sera à Boston, donc ça sera un autre environnement. Les Warriors défensivement à domicile, ils ont toujours cet aspect de boa constrictor, ils te prennent vraiment et puis tu mets pas un panier, eux ils mènent en contre-attaque, ils peuvent se replacer parce qu'ils marquent. Toujours plus simple ensuite, donc c'était vraiment compliqué hier sur les cartons 2 et 3 surtout. Ouais, c'est ça, ce que tu as un peu souligné aussi, c'est justement cette défense des Warriors, peut-être que le choix qui avait été fait sur le game 1 du point de vue des Warriors était peut-être un peu trop évident. Enfin, tu laissais la sortie, alors à mettre au crédit Tatum, tu l'as dit, de faire les bons choix, mais ils étaient assez évidents. C'est-à-dire que quand tu te fais doubler ou tripler toute la game, effectivement, faut ressortir la balle. Ça semble à peu près logique, sauf si tu t'appelles Kobe Bryant, mais c'est un autre sujet. Peut-être que justement d'être un peu entre deux et comme tu dis de varier entre cette zone, entre ces moments où tu vas peut-être plus défendre en 1 contre 1 et à ne refuser les switches, etc. Demande un peu plus d'effort à l'attaque des Celtics, de réflexion et un peu moins d'automatisme. Chaque possession offensive, tu dois t'ajuster à ce que va offrir la défense. Ça risque d'être différent. Donc tu peux pas tomber dans la facilité. Et c'est peut-être ça. Je pense qu'ils vont le voir à la vidéo là, tout ce qu'on a dit sur les choix ratés. Donc c'est là-dessus qu'effectivement, toi tu penses, parce que je reviens à ça, mais tu l'as dit, pour toi c'est en attaque que là il faut faire les ajustements principaux. La défense des Celtics te pose pas de problème. Enfin, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire autrement? Sur la défense des Celtics, tu peux. En fait, pour moi, tout est lié parce que ça va dépendre de ce que Boston continue à jouer aussi grand. Et donc, ça a un impact, ça a une influence offensive et défensive, ça a une influence défensive sur, est-ce que tu switches et à la protection de cercle, et offensivement, c'est sur ton spacing, en fait. Parce que dans le premier match, Boston joue beaucoup de nuits positives avec Peyton Pritchard, avec Derek White, Smart aussi, il est positif. Et c'est plutôt Grant Williams que moi je voyais pas être très utile dans cette série, enfin moins que White par exemple. Et hier, c'est vrai que Grant Williams a été bien plus utile, je trouvais, que Pritchard ou que d'autres. Donc en fait, c'est un peu réajusté ce que je pensais. J'ai hâte de voir ce qui va être choisi dans le 3e match, le 4e match. Est-ce que Grant Williams va plus jouer? Grant Williams, en fait, là, c'est vraiment une tâche complètement différente au tour d'avant qu'on lui demande. Au tour d'avant, on lui demandait de prendre un peu en indive sur des joueurs extrêmement forts comme KD, comme Bam, comme Giannis, ou qui physiquement, même s'il est plus petit, il peut tenir. Et il a fait un taf vraiment très impressionnant. Là, on lui demande de courir. Les Warriors vont pas lui demander les Warriors vont pas mettre Draymond Green en post-up sur Grant Williams ou des choses comme ça. Donc, je trouvais que... C'est la question des minutes de tes 7 et 8e joueurs, voilà, grosso modo. Ça. Est-ce que ça va plus être donné à Pritchard qui peut t'apporter du spacing? Parce que c'est un excellent shooter. Il a 50% sur les 3 points dans le corner depuis qu'il est en NBA. C'est élite. Et d'ailleurs, dans le premier match, il en a mis 2. Mais dans le deuxième, il fait 0 sur 3. Voilà. Mais il en prend surtout dans un espèce de garbage time. Oui. Mais t'apporte quand même du spacing. Grant Williams est aussi un excellent shooter. Peut-être moins, on pense moins à lui en tant que très bon shooter. C'est un très bon shooter. C'est un bon passeur aussi. Mais en fait, c'est pas non plus un joueur qui est qui peut vraiment attaquer les close-out. Quand on close-out, prendre des décisions, il est pas incroyable. Donc, va falloir que les choix soient faits, quoi. Ouais, peut-être que Peyton Pritchard est peut-être plus jouable parce que justement, ces Warriors-là, la faiblesse numéro 1 de Peyton Pritchard, c'est qu'il a été ciblé contre le Heat. C'est-à-dire que s'il est sur le terrain, Jimmy disait ramenez-le-moi et puis laisse tomber. Mais là, vu qu'il y a moins d'attaquants dans 1 contre 1 aux Warriors, alors ça demande une autre forme de discipline défensive, mais peut-être qu'elle est moins criante
Ouais. Pour lui, peut-être qu'il est plus facilement jouable sur cette série-là. Ouais, sur ces minutes, franchement, je l'ai pas vu se faire extrêmement attaquer. Il a même gardé Mais c'est pas la façon d'attaquer des il a Warriors, même d'attaquer gardé en un Poole contre un. plutôt bien sur certaines minutes. Après, Poole se gardait lui-même sur les trois quarts de la série. Pour l'instant, Poole est le pire joueur des Warriors, hein, donc. Parenté de Jordan Poole. Mais vas-y. ça sera intéressant de voir. Pour moi, est-ce que en fait l'attaque des Celtics va pouvoir se générer des paniers plus simples en dehors du drive and kick? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un joueur comme Tatum qui peut accéder au cercle? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un joueur comme Brown qui peut aller sur son mid-range? Il l'a fait un peu dans le match 1. On n'a pas vu hier de possession dans le mid-range, on a vu faire des turnarounds un peu bizarres. Draymond extrêmement bien le défendre, le gêner. Son péché mignon un peu ça quand même. Son péché mignon, et puis en plus vu qu'il a mis ses 3 paniers à 3 points, après il a commencé à vouloir vraiment beaucoup en prendre. Donc oui, il a pris 2-3 hit check un peu bon. Voilà. C'était, je sais pas, je suis pas rassuré sur ce que je vois de l'attaque des Celtics. C'était 2 matchs défensivement, je suis plutôt rassuré. Enfin, les Warriors ont été incandescents, mais je pense qu'ils vont moins bien shooter les Warriors sur les prochains matchs, en fait. Parce qu'ils shootent extrêmement bien à 3 points. Ils sont à 40% sur les 2 matchs. C'est énorme. Boston est aussi à plus de 40%. Le problème, c'est que Boston met rien à 2 points. Là où les Warriors, avec Looney qui ramasse des miettes, avec Steph qui aussi met du mid-range, met du flotteur. Avec Wiggins aussi, très bien, qui fait ça. Donc, je trouve que le réel ajustement de Boston, c'est offensivement. Comment faire autre chose que du simple drive and kick de Jason Tatum? Et puis comment remettre des paniers plus simples pour les roleplayers. On a vu Horford. Vraiment, c'est vraiment plus un joueur de post-up. Hier, il a été incapable de poster des joueurs. Je pense que Smart peut un peu attaquer le panier. Il le fait des fois, il est plus grand, plus costaud. Mais va falloir plus de variété. Vraiment beaucoup plus de variété. Est-ce que ça pose pas la question dans les rotations de la taille? Parce que tu l'as souligné, vous jouez à 2 grands, avec Robert Williams, avec Al Horford. En face, ils répondent un peu de la même façon, on va dire, avec Draymond Green, Kevon Looney. Donc il y a cette façon d'adapter. Si tu veux peut-être tenter autre chose en attaque, tu vas sortir un des grands pour jouer avec 4 petits. Peut-être que c'est une façon de déséquilibrer les automatismes défensifs des Warriors avec un grand qui va défendre un petit qui aura peut-être un peu plus de mal, même si Draymond Green, c'est pratique d'avoir Draymond Green dans ta défense tout de même, puisqu'il est capable de tenir en 1 contre 1 quand même des joueurs plus petits et un peu plus vifs. Tu l'as dit, il a encore un peu de latéralité, même s'il peut plus monter. Si tu fais ça, tu te poses aussi une question défensive derrière avec cette stratégie de Robert Williams en deuxième couverture. Et du coup, vraie question. C'est-à-dire que j'arrive pas on met le doigt sur quelque chose et c'est une vraie question qui a à se poser Udoka et son staff. Et c'est vrai que autre chose, du coup, ça me vient comme ça. On a beaucoup loué le travail d'Udoka jusque-là sur ses playoffs et a raison. Mais il faut le rappeler, c'est un coach rookie, quoi. Et donc là, on va rentrer dans le vrai test tactique parce qu'en face, tu as un gars. Enfin, tu as un tacticien, voire plusieurs, hein, tu l'as dit, il est pas tout seul, mais tu as Steve Kerr et son staff. Ouais, j'ai aimé ce qu'a fait Udoka comme hier dans le 3e. Alors la technique, pour moi, c'est bien. Enfin, il l'apprend pour montrer à ses joueurs que c'est bête, hein, mais les gens vont te dire c'est bête, mais c'est vrai que il y avait et surtout beaucoup de fans des Celtics étaient énervés de l'arbitrage. Le match n'est pas perdu à cause de l'arbitrage. Le match est perdu parce qu'on perd un camion de ballon et on se crée aucun panier facile en attaque. C'est vrai que l'arbitrage a été apparemment un peu on pouvait comprendre que ça pouvait énerver. Et j'ai bien aimé Udoka qui vraiment a montré à ses joueurs qu'il était avec eux. Et je pense que ça, c'est un des premiers travaux du coach, c'est-à-dire d'acter pendant le match pour montrer à ses joueurs qu'il est avec eux et qu'il les lâche pas, qu'il comprend. Par contre, il va falloir, et ça a déjà été fait, le décryptage vidéo de ce que font les Warriors défensivement. Il va vraiment falloir trouver des nouvelles solutions. Je pense que le meilleur line-up des Celtics, offensivement, c'est Smart, White, Brown, Tatum, Horford. C'est celui-là, je pense, le meilleur. Il faut que ce line-up, par contre, mette assez dedans et mette assez offensivement pour ne pas être vraiment trop ciblé. Il faut mettre plus que l'adversaire, parce que l'adversaire va quand même mettre. C'est ça que je veux dire. Mais c'est le problème c'est la problématique Warriors. Parce qu'ils vont quand même mettre, parce qu'en fait, la protection de cercle de Robert Williams, tu l'enlèves, ils vont pouvoir plus de fois accéder au panier. Peut-être que
En termes de switch, il y aura un peu plus de switch, mais je trouve que Boston ne switch pas énormément sur les deux premiers matchs. Les doubles ajustements, il vient là. Est-ce qu'en défense, Boston va continuer à ne pas être autant switché? Est-ce qu'offensivement, ils vont trouver des moyens de faire autre chose que du drive and kick qui fait que tu gis sur ton adresse à 3 points de role player et que tu ne te crées pas de panier facile au panier. Voilà. C'est deux choses, je trouve, des deux côtés qui font que j'ai un peu de doute sur la suite de la série côté Boston, parce que c'est deux clés super complexes à résoudre, mais c'est des clés qui si elles sont résolues, feront que je pense Boston peut se placer comme la meilleure équipe de la série. Oui, non, mais c'est sûr. De toute façon, t'es en finale NBA. Hein. Au bout d'un moment, ces équipes, t'as quand même quelques solutions, quelques variations à faire. Alors que si on se place du côté des Warriors rapidement, je pense qu'il y a moins de choses à se dire. Jusque là, c'est de toute façon, tu répètes tes gammes. Alors effectivement, bon, je pense que la répétition plus par rapport à la défense, par rapport à ce que tu as proposé au game 2, j'imagine qu'ils vont essayer de vouloir rester là-dessus. Après, en offense, tu l'as dit, de toute façon, c'est bon. Steph fait le boulot et Jordan, il faut que tu mettes tes tirs. Après, peut-être qu'il faut dire à Clay de ralentir un petit peu sur la sélection de tirs, mais a priori, du côté des Warriors, ça devrait un peu moins bouger. En tout cas, en termes d'adaptation. Draymond doit prendre ses tirs, par contre. Draymond ne tire plus. Ouais, c'est Ben qui nous l'avait fait remarquer. Draymond ne tire plus. Faut qu'il les prenne. Hier, il en envoie il envoie une brique complète à 45 degrés qui touche limite à gauche, là. Mais il y a 2 fois où il est totalement tout seul et il attend qu'il y ait Poole ou Curry qui viennent. C'est une espèce de curl stagger se replacer pour lui faire limite un main à main. Il a perdu 2 secondes à peu près et l'adversaire est sur Curry, donc il n'y a pas de solution. Il doit les prendre parce que c'est bête, mais c'est Boston. Si Draymond ne met pas ses tirs, on dit toujours que les role players et l'adresse est beaucoup plus positif quand t'es chez toi que quand t'es à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a vu par moment sur ces playoffs les Warriors ne pas être très bons à l'extérieur. Ils perdent un match à Denver, ils en perdent 2 à Memphis, ils en perdent 1 à Dallas. Ils peuvent d'ailleurs. C'est leur première défaite à domicile sur ces playoffs. Ils avaient toujours tout gagné à domicile et à l'extérieur. Si on regarde, ils sont pas loin d'être à 50% sur les playoffs. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit, tu t'es moins adroit à l'extérieur. Ouais, mais Draymond, il va falloir qu'il prenne les tirs, il va falloir que Clay soit un peu plus efficace aussi. Parce que pour l'instant, honnêtement, il n'y a que Curry et Wiggins qui vraiment, dans l'adresse et dans les choix offensifs, font leur série. Looney, j'en parle pas, il a un job assez simple. Il est souvent tout seul. Oui, puis il y a les catch and shoot autoporteurs, etc. Autoporteur, Bjelica aussi, qui a été bon quand il est rentré. Donc, c'est ça aussi, quelle rotation on va avoir les Warriors? Est-ce que tu continues avec beaucoup de Payton? Est-ce que tu mets un peu de Bjelica? Parce qu'en match 1, c'était surtout du Iguodala, mais Iguodala est blessé, ou alors il n'a pas joué le dernier match. Comment tu fais? J'ai hâte de voir. Ouais, est-ce qu'on aura aussi peut-être quelques minutes de Kuminga pour un peu de physique, mais on a vu quand même en finale de conf que c'était compliqué pour lui. Il reste encore très très jeune. Ouais. C'est vrai qu'il y a des questions. Puis pour Draymond, pour revenir à ce cas de Draymond, c'est vrai qu'il faut au moins qu'il prenne les tirs pour s'ouvrir des options, parce qu'on l'a vu peut-être un peu plus dans le game 2, mais il est capable de prendre des décisions rapides sur short roll. Enfin, c'est une de ses forces, mais il a fait 2-3 feintes de main à main pour aller drive et prendre par surprise la défense des Celtics. Voilà, c'est ce genre de choses. Si jamais il arrive à mettre un hook de mid-range, ça va lui ouvrir des espaces et ça rendra peut-être un peu moins stérile ces passages de Golden State, notamment que ce qu'on a vu au game 1 sans Stephen Curry, où tu vis avec Jordan Poole qui prend des grands longs tout contestés avec 14 secondes restantes sur la cloque. Le pas 10 mètres où il balance les jambes en avant, il touche le backboard et tout. Non, il a vraiment fait n'importe quoi sur la plupart des 2 matchs. Ce qui est aussi bon signe pour les Warriors parce que tu gagnes tu t'es à 1-1 et t'as été plutôt solide, t'as été moyen plus en attaque avec un mauvais Poole. Si Poole en met 30 sur un des matchs, ce qu'il est capable, les Warriors seront très bien placés pour le prendre. C'est assez, on peut faire le bilan, je te donne la version en essayant de me mettre en côté Warriors et je te laisse voir le truc Celtics. C'est que bon, 1-1-1, le bilan, je pense que personne est ultra confiant. Bon, on est peut-être un peu plus confiant du côté des Warriors vu que quand tu... Ouais, c'est parce qu'on a le deuxième match dans la tête, quoi, aussi. Voilà, on a le dernier match qui était juste là, tu viens de le gagner. Donc forcément, t'es un peu plus confiant, mais t'as eu, si je me place côté Warriors, un game 1 où t'as pris un run des role-players qui probablement ne réarrivera pas, surtout que t'as l'air de t'être un peu adapté défensivement, mais statistiquement, c'est peu probable de te reprendre un barrage pareil par White, Horford et Smart. On mettra des tirs, mais pas autant. Oui, voilà. Mais en tout cas, sur cet aspect-là, faut pas trop le prendre mal, ce run un peu improbable.
bon, tu l'as blow, on en a beaucoup parlé, vous avez sûrement vu les échanges sur Twitter, ça a beaucoup fait parler ce game 1. Bon, tu l'as perdu, tant pis, t'es passé à autre chose. Le game 2, tu l'as gagné plutôt proprement, avec en plus, comme tu dis, Poole toujours pas très bon, Klay Thompson qui a pas spécialement mis dedans, Wiggins a été assez agressif, mais il a pas été super adroit. Bon, Steph est magnifique, mais tu comptes sur le fait que Steph continue d'être magnifique, et pour le reste, tu te dis, bon, normalement, ça devrait le faire. A priori, on a l'air d'être la meilleure équipe sur les 2 premiers matchs. Côté Boston, que tu viens de faire le bilan, je te laisse le récapituler, mais a priori, pareil, t'es pas en panique non plus. Non, t'es pas en panique. Tu rentres à la maison à 1-1. T'as fait le nécessaire. C'est plus sur peut-être la manière et l'impression laissée sur le deuxième match qui font que on va avoir des doutes. Mais en réalité, t'as pris 2 matchs, t'as récupéré l'avantage du terrain. Par contre, pour moi, je le dis, si Boston veut gagner cette série, Boston doit repartir à Golden State à 3-1. Pour moi, c'est nécessaire. Parce que ça voudra dire regagner des matchs à Golden State, et c'est trop dur pour moi. C'est trop dur. On l'a dit, il y en a eu qu'un. Hein. Voilà, c'était le game 1. Il y en a eu qu'un, c'est un match très spécial. Après, pour moi, franchement, les 2 équipes sont très proches. Franchement, les Golden State n'a pas affronté une équipe comme Boston sur ces playoffs. Avec tout le respect que j'ai pour Memphis, parce que Memphis n'avait pas Ja Morant en plus, n'avait pas Dylan Brooks. D'ailleurs, non, c'est normal qu'il n'y ait pas Dylan Brooks sur un match, mais je pense que la taille, et en termes de taille, en termes de talent et en termes de polyvalence, Boston offre énormément de soucis à Golden State. Boston ne récite pas sa partition offensive comme ils le font d'habitude. Mais par contre, Boston ne peut pas perdre autant de ballons et être dans une bouillie de basket offensive comme ils l'ont été sur le match 2. Ça ne pardonne pas contre une équipe comme Golden State. Tu n'as même pas besoin d'être élite en attaque pour te battre, c'était comme ça. Donc ça rend ces finales assez intéressantes. Je pense que c'est un sujet qu'on pourra réaborder quand on fera le bilan, mais c'est quelque chose qui revient sur le niveau de ces finals qui sont peut-être un peu moins le top du basketball par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années, mais ça les rend intéressantes justement parce que on arrive à identifier des faiblesses des 2 équipes ici et là, et donc des ajustements tactiques à mettre en place. Et donc au fur et à mesure de la série, ça reste quand même quelque chose de très sympa à suivre. En tout cas, en tant que spectateur neutre, c'est peut-être un peu moins supporter. Moi, j'adore les Warriors. C'est une de mes équipes préférées. Donc c'est super bizarre d'être contre Steph Curry. Voilà. C'est un genre que j'adore énormément. Ouais, mais contre Draymond Green, c'est peut-être plus facile. Mais moi, j'adore Draymond. C'est vrai que hier, on en parlait avant, les fans des Celtics ont peut-être été trop loin. Même moi, je l'ai dit, éjectez-le, ou des choses comme ça. Forcément, Parce il a quand même eu des calls qui sont insensés. Enfin, vraiment, c'est lui qui prend Grant Williams, qui le pousse, qui le siffle sur Grant Williams. Grant Williams, d'ailleurs, est un grand débile. Moi, je l'adore, hein, parce que il est rentré, il en a rien à faire. Il commence à parler à Draymond comme si c'était un vétéran ou des choses comme ça. Mais, en même temps, t'es en finale, hein. T'es en finale et c'est le jeu. Donc, je pense comment Draymond Green va être sifflé aussi à Boston sur les 2 matchs? Ça peut être une clé. Parce que, en fait, autant offensivement, il prend pas de tir, il est parfois un peu négatif en termes de spacing. Mais si tu fais prendre des fautes à Draymond Green, là, défensivement, les Warriors sont vraiment à court de solutions pour moi. C'est le capitaine, il fait tout. Donc, ouais, tu l'as dit, sur toutes ces pertes de balles que vous avez, il y a des déflexions et il y a rien qu'un placement, un positionnement. À chaque fois, il est très vif pour venir aider. Justement, on l'a dit sur les drives. C'est ça. Les kick-outs sont difficiles à faire parce qu'il faut le voir venir. Il est très très vif. C'est sûr que c'est la clé de voûte de la défense des Warriors. Il n'y a pas à douter, quoi. Et ils n'ont pas vraiment quelqu'un pour le remplacer dans ce rôle-là. Non, parce que quand il sort, c'est quoi? C'est autoporteur qui joue au poste 4. Excellent shooter, CUND. Mais c'est plus un défenseur sur l'homme. Là où Draymond, il est incroyable, c'est dans l'anticipation. Loin du ballon. Sur l'homme, il est très bon aussi. Hein. Mais c'est pour ça qu'on parle d'un défenseur all-time, d'un des meilleurs défenseurs pour moi de l'histoire du basket, au 21e siècle. Mais donc, est-ce que s'il prend des fautes et qu'il peut un peu moins jouer, comment ça peut se passer? On sait qu'il va être sifflé différemment au Garden. Peut-être qu'il va être sifflé différemment parce que ça fait 24 heures qu'on n'arrête pas de dire qu'il est sifflé différemment. Je sais pas. Je pense que ça peut avoir peut-être un impact. Il peut y avoir des compensations, voilà. Bien sûr. C'est un facteur à prendre en compte. Je dis pas qu'il faut qu'il y en ait, mais je dis que ça peut se passer. Donc, à voir. C'est le cas de Draymond, hein. On en parlait forcément entre nous, mais il y a ce truc-là de Draymond qui a tellement râlé que les arbitres lui en passent peut-être un peu plus, puisque Draymond fait du Draymond, donc tu te dis ok, mais comme tu dis, peut-être qu'à un moment donné, eux aussi, ils vont revoir le game 2, et en se disant les consignes sur le game 3, comment on l'a fait, peut-être que tu vas vouloir un peu rééquilibrer. Ça reste des humains aussi, les arbitres. Ça reste une clé, ça fait partie. C'était un grand sujet après le game 2 de toute façon.
Ça fait partie du jeu. Il y a aussi l'arbitrage et aussi les choix d'arbitrage. On verra si ça a eu un impact, comme tu dis. Le match d'hier n'est pas perdu à cause de l'arbitre. Non. Ça faut le dire. Il faut le dire aux fans de Boston. Le match d'hier est perdu à cause des pertes de balles incroyables de la première mi-temps. Oui, non, mais tu vois, tu l'as dit, si pour une raison X ou Y, Draymond est plus sifflé, il prend 4 fautes et il est plus là, tu as peut-être moins de pertes de balles. C'est difficile à chaque fois. Après, c'est la poule et l'œuf et on peut y revenir. Ça reste un facteur, même s'il n'est pas déterminant. Et c'est vrai que de toute façon, quand tu es à la place de ces équipes-là, enfin de n'importe quelle équipe NBA, de toute façon, quand t'es dans un match, tu ne peux pas te permettre de considérer ça comme un facteur déterminant. Non. Tu as fait des erreurs claires. Il y a des choses à améliorer. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Et voilà, il va falloir gagner le prochain match à la maison, du coup, Alan. Faut gagner. Si Boston veut être champion, Boston doit gagner les 2 prochains. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va se donner rendez-vous après les 2 prochains. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais. Allez, bon, on va faire ça. On fait un peu plus court, évidemment. On est pendant les finales NBA. On essaie de faire des podcasts au milieu pendant ces finales. On en fera plusieurs. On sait pas trop à chaque fois après quel match, mais en tout cas, on essaie un maximum. On les suit. En tout cas, l'équipe de nuit. Envoyez des messages à Alan un peu pour son petit cœur. Parfois, ça a l'air compliqué. Et puis merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre sur les plateformes de podcast. On en parlait, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, sur Acast aussi, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Vous êtes les bienvenus de partout. Vous êtes chez vous, chez Dunk Hebdo. On vous remercie de nous avoir suivis pour cet épisode. Et puis rendez-vous pour la suite de ces finales. Et bon courage pour le prochain match, Alan. Merci beaucoup. Nous en allons en avoir besoin. Ce sera le mot de la fin. Allez, ciao. Salut.